L'échiquier international, bienvenue à vous. L'élan diplomatique pour la reconnaissance de l'État de Palestine semble entamé. France, Grande-Bretagne, Italie, Australie, Portugal. Combien encore seront au rendez-vous au mois de septembre avec la séance onusienne en vue de se consacrer justement au projet étatique palestinien. Enfin, diront certains. Mais la question qui se pose est la suivante: de quel État palestinien parle-t-on après plus de 2 ans de massacre et l'arme de la faim, sans oublier les obus, à Netanyahou à qui on donne un blanc-seing pour camper le rôle du plus grand criminel du siècle, sauf que le criminel en question, selon la CPI, on le rappelle, a joui de la solidarité de certaines nations occidentales qui se retrouvent être celles qui optent pour enfin la reconnaissance de l'État de Palestine. Embroglio diplomatique, prise de conscience à cause de la pression de la rue, ou plutôt l'illusion de consacrer enfin le droit international, un droit sapé, détruit à l'image de 90% de Gaza d'ailleurs. L'élan diplomatique occidental et l'État de Palestine, qu'en penser? On en parle à tout de suite. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le 24 juillet dernier, pour rappel, qu'il allait reconnaître la Palestine en septembre, lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Engagement rédigé et adressé au chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Dans ce sillage, le Premier ministre de la Grande-Bretagne, Keir Starmer, et celui du Canada, Mark Carney, ainsi que celui du Portugal, Luís Montenegro, ont suivi le mouvement. Donc de prime abord, cette dynamique est de très bon augure sur le papier, sauf ce qu'on dit moins est que cette reconnaissance est conditionnée, comme on va le voir ce soir avec notre invité, Nadji El-Khatib. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sociologue palestinien, vous êtes un réfugié palestinien du Liban, on vous dit bienvenue. Merci. Les atrocités commises à Gaza par l'armée sioniste, Nadji, ont poussé Londres, Paris, Ottawa, Lisbonne et d'autres capitales à franchir le pas, celui de la reconnaissance de l'État de Palestine. Il y a une dynamique inédite qui est en train de prendre, semble-t-il, c'est incontestable. Mais pourquoi vous, par exemple, on en avait parlé avant l'émission, vous montrez un peu sceptique, voire critique par rapport à cette dynamique? Expliquez-nous. Écoutez, c'est déjà vu. Cet engagement de quelques États au niveau mondial en faveur de la reconnaissance de la Palestine, c'est pas nouveau. Et il s'agit effectivement, avec le processus d'Oslo, il y a le 2/3 des États membres des Nations Unies. Ils sont déclarés favorables et reconnaissent l'État de la Palestine. Donc, cette histoire de la reconnaissance de la Palestine lancée par l'Arabie Saoudite et par Macron, essentiellement, c'est pas de nouveau. Ils n'ont rien amené. La Palestine a été déjà reconnue par le 3/4 des nations sur la globe en général. Donc voilà, c'est une agitation qui, à mon avis, il s'agit tout simplement d'un marketing politique et emploie des grands moyens médiatiques. Alors, je ne l'ai pas dit au départ, Nadji El-Khatib, mais vous militez au sein de la mouvance One Democratic State, qui prône donc un seul État démocratique en Palestine, de la mer au Jourdain, c'est-à-dire réunissant à la fois Palestiniens et tout autre habitant, sioniste ou pas d'ailleurs, avec toute religion, en fait un État laïque, avec les mêmes droits. Est-ce que c'est faisable concrètement, compte tenu des images qui nous parviennent depuis 2 ans? Écoutez, d'abord, il y a une rectification à faire. D'abord, l'état de la citoyenneté que le mouvement ODS prône, il s'agit effectivement de reconnaissance des Israéliens dans leur qualité de citoyenneté dans un futur État unifié, un État commun, mais il n'y a pas de place pour les sionistes. Il s'agit des Israéliens qui se débarrassent de l'idéologie sioniste.
car l'essence même de ce conflit colonial, c'est l'idéologie zioniste. Donc, dans un État ionique qui unifie les Palestiniens et les Israéliens qui vivent sur place, il n'y a pas de place pour le zionisme. Le zionisme, il doit être banni par la loi. Voilà, le zionisme, mais il n'a pas de place, car le zionisme, c'est l'essence même de conflit. vous avez bien fait d'apporter de la rectification, sauf que être sioniste, ça peut être une opinion. Si on la conjugue avec de la violence, la loi serait là pour canaliser ce type de violence. On peut être sioniste à condition de pas l'imposer aux autres. Le zionisme, c'est pas tout simplement une opinion, comme bon, effectivement, il ne s'agit pas de philosophie, mais il s'agit d'une théorie politique pour confronter, pour transformer les juifs en étant juifs par rapport à leurs croyances religieuses en nation. Et c'est ça le problème. Le zionisme, c'est une idéologie nationaliste qui confisque la religion juive pour transformer les juifs effectivement, des zionistes qui marchent dans son projet colonial. Et il faut savoir, ce projet colonial, c'est un projet de colonisation de peuplement. Et toute colonisation de peuplement nécessite effectivement la négation des autochtones, soit par les massacres généralisés, soit par l'expulsion massive. Et exactement qu'est-ce qu'il a fait le mouvement zioniste depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Pour ça, le zionisme, c'est pas une opinion. C'est une idéologie politique nationaliste. Mais c'est-à-dire, on peut l'incarner si, je parle au sein de votre État, ou si on arrivait à prôner un État démocratique unique, on peut avoir une opinion, quelle que soit l'opinion, à condition qu'on respecte la loi. C'est vrai qu'on entend très souvent cette tendance d'un État démocratique de la Palestine avec tous les citoyens, quelle que soit leur tendance. Adam Shamir, par exemple, le célèbre géographe et journaliste, évoquait ce plan en disant que toutes les opinions seraient rassemblés de l'extrême à la moins extrême, à condition qu'ils respectent la loi et qu'ils respectent leurs voisins. Mais la loi, elle va interdire le zionisme en étant idéologie politique. Ça veut dire qu'on n'aura pas dans cet État le droit de constituer un parti politique qui prône le zionisme. Car ça sera contraire à la loi. D'accord, on comprend bien. Donc le fameux plan avec un État unique de la mer au Jourdain, on n'a pas l'habitude d'entendre beaucoup cette feuille de route. Hein. C'est une feuille de route qui ne fait pas florès. On préfère évoquer un État palestinien vivant côte à côte des territoires occupés sionistes. C'est vrai que quand Emmanuel Macron parle de la reconnaissance de l'État de Palestine, on ne sait pas très bien de quel État on parle. Mais écoutez, l'idée d'un État de citoyenneté pour tout le monde, on ne l'a pas inventé dans son mouvance actuelle. C'est une revendication palestinienne qui date de 1943. Et cette revendication palestinienne qui date de 1943, il était repris textuellement par le Conseil national palestinien en 1968. Et c'était le One Democratic State, il était effectivement le programme politique de l'OLP de cette époque. Il y avait tout simplement un changement radical qui s'était produit en 1974, où on a laissé tomber cette revendication historique de la Palestine, de la rivière à la mer, dans un état de citoyenneté pour tout le monde, pour avoir l'idée d'accepter la présence d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Et ce produit, tout simplement, cet événement, ce virage, a été produit en 1974. C'est pas trop loin, qui a donné d'ailleurs, qui a abouti plus tard en 1993-94 aux accords de Oslo, pour penser effectivement la possibilité de reconnaissance palestinienne de l'existence de l'État d'Israël. Mais ce n'est pas le projet initial du mouvement national palestinien dans son ensemble. C'est un choix politique fait dicté par la conjoncture suite à la guerre de 1973. Voilà, il y avait ce changement, mais le programme initial des Palestiniens
c'est la Palestine dans son intégralité, le retour des réfugiés palestiniens de 48 et de 67, et la création d'un État commun pour tout le monde, un État qui respecte effectivement la différenciation religieuse, linguistique, culturelle, Voilà, c'est ce que que je les disais. citoyens deviennent tout simplement, ils vivent dans cet État en sa qualité de citoyenneté. La citoyenneté dénouée de toute appartenance sectaire ou autre. C'est un État moderne, comme tout État moderne, effectivement. Voilà, une reconnaissance. Beaucoup de Palestiniens qu'on a reçus ici déclarent de plus en plus que la conception d'Oslo, qui a exclu, on le rappelle, les réfugiés palestiniens du camp politique, cela ne peut pas être une réponse complète au drame colonial palestinien. On rappelle que Arafat a dû prendre un infime pourcentage des terres demandées initialement à l'époque sous la pression de Clinton. Mais c'est vrai que cette thématique des réfugiés est de moins en moins discutée, traitée, mise sur la table quand on évoque une solution viable et de paix entre Palestiniens et leur État, le fameux État de la Palestine. Tout à fait, vous avez raison. Ça veut dire exclure 65% des Palestiniens dans leur ensemble de processus dit de paix, c'est quelque chose d'inacceptable. Sur les 14 millions de Palestiniens qui existent, il y a effectivement 65, il appartient à cette catégorie de réfugiés. Le processus dit de paix de Oslo a exclu 65% de la population palestinienne. Par exemple, moi, en étant réfugié au Liban, j'étais complètement exclu du champ politique palestinien. Car tout simplement, je bats les papiers qui étaient délivrés par l'autorité palestinienne, qui sont en réalité des papiers israéliens. Ce pas des papiers palestiniens. Car on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé avec ce processus de paix. Donc, il n'y aura pas de paix en Palestine si on exclut la majorité des Palestiniens du champ politique. C'est pas réaliste, c'est pas possible. Et du coup, cette reconnaissance de la France de l'État de la Palestine, il s'agit tout simplement d'un marketing politique pour des raisons internes à la France, pour des raisons internes à l'Arabie Saoudite. Le deux moteurs, effectivement, de ce projet de la conférence de New York de 9 septembre. Pourtant, la France d'Emmanuel Macron s'auréole pour l'instant d'une victoire diplomatique, puisqu'elle ouvre un mouvement à d'autres États. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on connaît très mal les moyens pour traduire cette reconnaissance. Vous diriez que Macron fait du Trump, c'est-à-dire de la politique spectacle, selon vous? Mais surtout, une deuxième question sous-jacente. Qu'est-ce qui va se passer en septembre, d'après vous, puisque vous ne croyez pas, ou vous dites qu'on s'illusionne un peu avec les mesures de Macron? Mais écoutez, là, il faut effectivement revenir à cette conférence qui est tenue par les deux ministres des Affaires étrangères français et saoudiens à New York pour imaginer qu'est-ce qui va se passer le 9 septembre. Et tout simplement, dans cette conférence, il y a 4 points qui sont essentiellement le projet de 9 septembre. Première chose, ils ont déclaré qu'ils ont la volonté d'appliquer toutes les résolutions des Nations Unies sur la question palestinienne et sur ce conflit. Un point, effectivement, on peut discuter. Mais ces ministres-là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la mémoire longue. Car il s'agit, quand il parle des résolutions des Nations Unies qu'on doit respecter, il doit préciser que la résolution 181 et la résolution 194, qui étaient issues en 1947-1948, insistent sur le droit de retour des réfugiés palestiniens chez eux. Et voilà, si Macron et Ben Saoud, MBS, ont appliqué les résolutions des Nations Unies, il faut préciser que parmi ces résolutions, il y a une résolution essentielle.
181 et 194. Mais il n'y a pas un mot sur ça. Alors, à côté, on a perdu, semble-t-il, Nadji El-Khatib. On va tenter de rétablir la communication assez rapidement. Enfin, je demande à la régie de le faire assez rapidement. Alors, comment il l'expliquait, c'est que dans toutes les négociations qui est inhérente, bien entendu, à la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est vrai que la question des réfugiés est de plus en plus mise de côté, marginalisée. D'ailleurs, c'est pour ça que l'entité sioniste, dès le départ du génocide, avait ciblé longuement l'UNRWA, la fameuse agence pour les réfugiés palestiniens pour tout le Moyen-Orient, puisque l'UNRWA avait établi une base de données de l'ensemble des Palestiniens dans la région. On va continuer d'en parler avec Nadji El-Khatib, qu'on a réussi à recontacter. Est-ce que vous êtes avec nous? Tout à fait. Donc, j'étais en train de dire que les deux ministres, ils ont déclaré que 9 septembre, c'est la conférence pour appliquer et ils ont insisté sur le mot toutes les résolutions des Nations Unies, mais sans mentionner la résolution 181-194. Ils n'ont pas aussi souligné la résolution 242 qui insiste sur le retrait des troupes israéliennes de tous les territoires conquis en 1967. Donc voilà, on parle d'une façon très vague. On parle des résolutions. Mais quelle résolution? Il n'y a que 3 résolutions majeures. Et les 3 résolutions majeures, elles n'étaient pas du tout mentionnées. Deuxième point dans cette déclaration de 2 ministres, elle parle de désarmer les Hamas. Comme par exemple, je vous laisse poursuivre, Nadji El-Khatib. Juste pour préciser, c'est vrai que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, parle d'une reconnaissance, certes, mais sans le Hamas dans l'organigramme politique. Pour le reste, on opterait pour des figures qui n'ont pas opté pour la résistance armée. J'ose ma question, c'est une manière, enfin c'est ce que vous sous-entendez, c'est une manière détournée d'une victoire de l'entité sioniste de manière indirecte, puisqu'on veut des Palestiniens sans la dimension de la résistance armée. Mais écoutez, là, cette reconnaissance, soi-disant reconnaissance de l'État de la Palestine, c'est un appel à la capitulation des Palestiniens, c'est tout. C'est la reddition des Palestiniens et la fin de la résistance palestinienne pour leurs droits, tandis que le droit à la résistance, il est garanti par la loi internationale. Donc voilà, faire perdre les Palestiniens le droit à résister, c'est un point majeur, effectivement, de ce projet de la reconnaissance de l'État. Donc, il ne s'agit pas de la reconnaissance de l'État palestinien. Il s'agit de demander aux Palestiniens d'abandonner leur droit de retour, car on ne fait pas mentionner la résolution 181 et 194, donc pas de droit de retour. Deuxièmement, pas de droit à la résistance. Et voilà le 2 piliers de tous les consensus palestiniens, le droit le droit au retour et le droit à la résistance. Car on a attendu la communauté internationale, ça fait presque ce conflit colonial dure depuis 100 ans. Mais on attend toujours, on ne peut pas attendre à la fin du temps. Les Palestiniens, ils ont le droit de résister, les Palestiniens, ils n'ont pas, ils n'abandonnent jamais ce droit de retour en Palestine. L'ONU leur confère le droit à la résistance armée, hein, on le rappelle. Bien sûr, quand je parle de la résistance, toute forme de la résistance, y compris la résistance armée, c'est un droit garanti par les lois internationales. Donc, le plan de Macron et saoudien, il s'agit de faire cesser toute résistance et criminaliser toute résistance. Donc, la résistance, elle est assimilée au terrorisme. C'est pas une lutte de libération nationale. Nadji El-Khatib, dans ce que vous dites, au fond, on se demande si les Occidentaux ont compris le drame historique palestinien, car depuis la sortie de Macron, vous l'avez dit, pas un mot sur le droit de retour des réfugiés palestiniens expulsés depuis 1948. Pas non plus de mesures de récupération des terres volées des colons.
aucune demande envers les colons de retourner de l'autre côté de la fameuse ligne verte tracée après 1948. On se demande effectivement, dans ce que vous nous dites, si on a vraiment compris ou si on fait involontairement l'impasse sur le drame palestinien avec ces mesures qui n'en sont pas finalement de bâtir un État palestinien ou de reconnaissance d'un État palestinien. Mais écoutez, c'est une politique coloniale, tout simplement. C'est une politique coloniale qui continue en prétendant effectivement donner quelque chose aux Palestiniens, de les spolier de toute possibilité d'exister et de les laisser sans résistance, sans la possibilité de la résistance. Donc, regardez, ce déclaration de deux ministres, il n'y a pas un seul mot aussi sur le démantèlement des colonies qui a été créées après 1967. Vous savez, avec le processus d'Oslo, quand le processus d'Oslo a commencé, c'était la grande section de l'État palestinien suite à ces accords-là. Le nombre des colons en 1993, il était de l'ordre de 160 000 colons en Cisjordanie et à Gaza à l'époque. Actuellement, en Cisjordanie, il y a presque 1 million de colons. Ça veut dire, sous la couverte de processus de paix, dite de paix, sur effectivement cette mensonge grossière qui est l'État palestinien qui va venir suite à ces accords d'Oslo, on a augmenté le nombre des colons de 160 000 à 1 million. On a les territoires qui étaient censés faire les territoires de ce futur État étaient de l'ordre de 23% de la terre de la Palestine historique. Actuellement, après 32 années de négociations stériles et sans fin, ces territoires-là, ils sont rétrécis de 23% jusqu'à 10,2%. Vous voyez donc sur quel territoire on va créer cet État. Est-ce que Macron va chasser le million de colons qui sont dans ces colonies? Est-ce qu'il va demander le démantèlement des colonies? C'est n'importe quoi. C'est complètement, effectivement, encore une fois, un discours irréaliste, mensongère, qui cache des intérêts coloniaux et impérialistes plus que la question des droits. Il ne s'agit pas de rendre droit aux Palestiniens. Il s'agit tout simplement d'appliquer un blanc qui aide les Israéliens à sortir de cette impasse qui est le génocide. Il s'agit d'empêcher les criminels de guerre en les invitant sur la table de négociation. Alors, voilà, c'est le seul but de cette initiative. Ça veut dire, au lieu d'amener les criminels de guerre israéliens au cours international de justice pour qu'ils soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis, tout simplement, on les amène, on les invite sur la table de négociation. Donc, c'est un blanchiment de criminels de guerre. Et c'est pas seulement ça, c'est aussi un blanchiment des complices de ce génocide. Macron à la tête. Macron, il est accusé. Il y a un collectif des avocats français qui ont porté plainte au tribunal international de justice contre Macron et l'État français en étant État complice de génocide. Donc voilà, dernière question. Le complice de génocide, il va offrir aux Palestiniens un État. Il faut effectivement croire. On a entendu votre opinion et vous faites bien de la partager avec nous. Ça me paraît logique et cohérent. Vous êtes vous faites partie d'un courant qu'on pourrait appeler les réalistes palestiniens, puisque vous êtes pour le fondement d'un État laïque et démocratique où tous les habitants palestiniens et autres se retrouveraient sous l'égide de la loi, peu importe leur opinion, leur orientation religieuse et autres. Mais les États comme ça, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, l'Irak, c'est-à-dire des États autrefois avec une mosaïque de courants pluri-identitaires, ont été détriturés et détruits par les croisades occidentales avec le fameux plan de Ralph Peters. On ne veut plus de ces États arabes. Est-ce que ça n'arrive pas trop tard, un peu, Nadji Khatib? Ce sera ma dernière question. Non, pas de tout. C'est un projet qui va unifier la région dans un État moderne, un État effectivement qui respecte les citoyens,
qui représente aussi les citoyens. Un État qui est neutre, un État neutre qui n'est pas l'État de telle ou telle confession religieuse ou clanique. Voilà, Merci. l'État d'Israël. L'État d'Israël, en étant État juif, Exclusivement c'est une menace absolue pour la région. Et ça Car sera on voit Pardon, et ça sera le mot de la fin, Nadji Khatib. Malheureusement, je suis obligé de rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec moi. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous intervenez avec nous à partir de la Sardaigne. Je vous dis grand merci et à bientôt. Je vous laisse avec la suite des programmes, chers téléspectateurs, sur Al 24 News. Et je vous retrouverai demain. D'ici là, portez-vous bien.